santé en matière notamment de prescription hospitalière exécutée en ville. Donc voilà, on a ce sujet-là qui est pendant, mais on n'a pas encore d'informations ni même de modèles sur l'après 2026 en termes de contractualisation avec les établissements de santé. Peut-être qu'il y aura quelque chose de nouveau, peut-être qu'il n'y aura rien. Voilà, on ne sait pas encore, mais effectivement, voilà, on demande aussi d'échanges avec l'échelon national sur ces questions parce que voilà, s'il y a un dispositif nouveau, par exemple, qui est mis en place, on a quand même évidemment besoin de le construire, besoin d'en échanger avec vous avant la fin de l'année 2026. Donc, ça peut paraître encore lointain comme échéance, mais les choses passent un petit peu vite. Donc, en tout cas, pour l'instant, on reste sur effectivement le périmètre 25-26. Donc, on a mis un petit peu de temps à proposer des nouveaux contrats parce qu'on était également en attente des textes concernant la nouvelle enveloppe sur l'intéressement, qui n'est plus du fonds d'intervention régional, mais qui a basculé dans les compartiments des financements nationaux, donc objectifs de santé publique. Donc ça, c'est un petit peu technique, mais normalement, pour faire signer les contrats sur l'intéressement, on avait besoin d'attendre ces textes-là. Et puis, voilà, on sait qu'on a eu aussi dans ces contrats qui sont générés en fait de manière un peu automatisée dans un outil dédié, on a eu un certain nombre de coquilles qui nous ont été signalées par des établissements pour lesquels on est en train de faire quelques modifications. Donc c'est parfois un petit peu long, on s'en excuse parce que voilà, on est au mois de juin et donc effectivement comme ce sont des contrats 25-26, il est temps de finaliser tout ça, mais tout ça est en cours. De toute façon, ça ne remettra pas en question, on va dire, la nature des indicateurs. Il y a aussi le guide qui sera fait par le Médit et l'assurance maladie sur la nature des indicateurs, comment ils sont évalués, et toute cette mécanique va évidemment vous être rappelée aujourd'hui. Donc voilà pour ces éléments un petit peu généraux. Je vais donc laisser la parole donc au Médit Assurance Maladie. Assurance Maladie, je crois, en premier, puisque l'idée, c'est de pouvoir reprendre effectivement les indicateurs régionaux un peu dans leur ordre, R1, R2, R3, etc., avec donc les ajustements et les évolutions qui sont proposées, la nature de ces évolutions, le motif aussi qui a pu conduire à cette évolution. Et puis évidemment, répondre à vos questions lorsque vous en aurez. On est également là pour ça. S'il y a des questions aussi, ce n'est pas le sujet du jour, mais des questions sur l'évaluation 2024, je pense qu'on pourra répondre également si vous en avez. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de se concentrer dans ce webinaire sur la séquence 25-26 et les quelques modifications qui ont été introduites donc, par l'agence, l'OMEDIT et l'assurance maladie. Voilà, moi, pour les rapides propos que je voulais tenir en introduction. Je propose peut-être de démarrer avec Marlène Buisson, côté assurance maladie, pour évoquer les indicateurs qui relèvent plutôt de l'assurance maladie. Et ce que je vous propose peut-être en termes de méthode, c'est que voilà, on va les aborder indicateur par indicateur. Il puisse y avoir un temps de pause à la fin de chaque indicateur pour reprendre les questions et comme ça avancer au fur et à mesure dans le webinaire. Puis s'il y a des questions un peu plus générales à la fin, évidemment, on les prendra, mais c'est peut-être mieux d'aborder indicateur par indicateur s'il y a des questions plus précises qui sont à poser. Donc voilà, Marlène, on vous laisse la parole pour l'assurance maladie. Merci. Marlène Buisson, donc pilote régional CAQES pour l'assurance maladie. Donc concernant la prolongation des contrats CAQES 2025-2026, et pour les 7 indicateurs nationaux qui avaient donc été choisis par la Caisse nationale d'assurance maladie, on aura donc une suppression de 2 de ces indicateurs nationaux. Donc, pour rappel, les indicateurs nationaux sont scindés en fait en 3 volets. Donc, vous avez un premier volet produits de santé. Donc, dans ce volet-là, on conservera 3 des indicateurs, notamment l'indicateur national sur les inhibiteurs de la pompe à protons, sur les perfusions à domicile, donc par diffuseur ou système actif, et sur les pansements. Concernant donc l'indicateur ésétimib et association, du fait en fait de l'évolution tout simplement des recommandations sur la prise en charge, la CNAM a décidé de supprimer cet indicateur, donc qui n'apparaît pas dans vos contrats 2025-2026.
Ensuite, on retrouve le volet pertinence avec les réhospitalisations des patients insuffisants cardiaques et là également une nouvelle suppression, donc comme on vous l'avait annoncé auprès du COPIL et des fédérations, suppression de l'indicateur national examen biologique pré-anesthésique avant acte de chirurgie mineure. Donc de la même façon, cet indicateur-là n'apparaît pas dans les contrats de prolongation. Et enfin, on a conservé le volet d'organisation des soins avec les transports et notamment le recours à l'ambulance. Donc voilà, sur le côté national, uniquement 2 indicateurs supprimés. Pas de modification au niveau de l'intéressement qui se fait toujours grâce aux données issues en fait données du SNDS, donc fournies par la CNAM. Donc sur ces indicateurs-là, vous n'avez rien à remplir au moment de l'évaluation. C'est nous, côté assurance maladie, qui avons les données et qui faisons le calcul et donc l'intéressement vous parvient par la suite. Pas de modification au niveau de l'intéressement et du pourcentage reversé concernant l'économie générée. Du coup, je vous propose de passer aux indicateurs régionaux. Donc, on va commencer par les indicateurs régionaux assurance maladie, notamment donc l'ex-indicateur R1, dont l'intitulé était « Identification du numéro RPPS et du numéro finesse géographique de l'établissement ». Donc, cet indicateur a volontairement été retiré des contrats 2025-2026. Si tu peux, Luc, passer à la diapo suivante, c'est parfait. Merci beaucoup. Donc, cet indicateur, bien sûr... Par contre, parce qu'après, les premières dates tombent pendant les comptes. S'il vous plaît, coupez votre micro. Ouais. C'est bientôt. On l'a donné à Thomas. Donc, suppression de cet indicateur R1 qui était finalement un indicateur réglementaire où le taux d'atteinte espéré était de 100%. On a beaucoup travaillé sur cet indicateur. On a mené des campagnes en ville, des campagnes auprès des hôpitaux. On s'est rendu compte qu'on était en stagnation et qu'à l'heure actuelle, c'était difficile d'aller plus loin. Et notamment, c'est ce qui a été ressorti durant ces longues années, le biais de saisie officinale. On a essayé de travailler là-dessus. Il reste toujours présent malgré tout. Donc, volonté régionale de supprimer cet indicateur R1 qui n'apparaît donc plus dans vos contrats 2025-2026. Et concernant l'indicateur R2, donc R2, indicateur concernant l'amélioration de la qualité des prescriptions hospitalières en vue donc de la maîtrise de l'évolution des dépenses PHEV, où on vous demandait donc sur les contrats 2022-2024 de travailler 3 classes thérapeutiques ou produits et prestations. Et sur la prolongation donc 2025-2026, on a un allègement de cet indicateur qui va être conservé, mais pour lequel on vous demande non plus de travailler sur 3 classes, mais sur 2 classes thérapeutiques. Donc là, je viens lever toute confusion parce que c'est vrai qu'au niveau des contrats, on a eu un souci en fait dans la rédaction des contrats, notamment à l'article 3, sur lequel apparaissait en fait toujours l'ancien intitulé. Mais sur cet indicateur-là, ce qu'il faut bien voir, c'est donc un allègement avec 2 classes thérapeutiques à travailler pour les années 2025 et 2026. Donc, sur la diapositive suivante, pas de véritable changement concernant finalement le scoring et l'évaluation, puisque chaque classe thérapeutique est donc évaluée sur 10 points. La répartition se fait donc selon l'attribution suivante. Donc, mise en place du groupe de travail et élaboration du plan d'action, 4 points. Pour les actions mises en œuvre, 4 points. Et enfin, dans le suivi des actions avec les échéances et indicateurs, 2 points. Donc, à l'époque, cet indicateur R2 pouvait atteindre un score maximal de 30 points. Et donc là, pour 2025-2026, on sera donc sur un score maximal pouvant être atteint de 20 points. Ici, pas de changement. Ce qu'on vous demande, c'est de travailler soit sur des classes médicaments et ou LPP. Ça peut être 2 classes médicaments, 2 classes LPP ou une LPP, une médicament, c'est vous qui décidez.
La seule chose qu'on vous demande, c'est de ne pas choisir une classe sur laquelle vous êtes déjà ciblé éventuellement au niveau national. Donc, par exemple, si vous êtes concerné par l'indicateur national pansement, on vous demande de ne pas choisir cette classe thérapeutique au niveau de l'indicateur R2 pour ne pas bénéficier tout simplement d'un doublon d'intéressement puisque vous allez déjà potentiellement être intéressé dans le cadre de l'indicateur national. Donc, si vous êtes choisi au niveau national, ciblé pour certains indicateurs nationaux, on vous demande de ne pas reprendre les mêmes thématiques au niveau régional. Voilà, donc pour lever toute confusion, 2 classes thérapeutiques à travailler pour l'indicateur R2. Je vois dans le chat donc une question, peut-on travailler sur un médicament en particulier et non une classe? Oui, tout à fait, c'est possible. Ça peut être un médicament en particulier, ce n'est pas forcément une classe entière. Pour les PHEV, doit-on reprendre les classes précédemment traitées ou pouvons-nous en choisir de nouvelles? Alors, donc, vous pouvez en effet, dans le cadre de l'indicateur R2, poursuivre sur vos précédents travaux, si vous avez déjà entamé des travaux sur une classe en 2024, vous pouvez tout à fait poursuivre les travaux sur l'année 2025. On vous demande, par contre, si vous choisissez de travailler la même classe, d'y apporter une nouvelle action. Si les actions reconduites sont strictement identiques, à ce moment-là, on ne pourra pas valoriser le travail puisqu'il aura déjà été valorisé l'année d'avant. Donc, si vous gardez la même classe, on vous demande de bien mener de nouvelles actions. Concernant le choix de la classe thérapeutique, alors là, ce que vous pouvez faire, c'est vous retourner directement vers le pharmacien qui vous accompagne dans le cadre du CAQES, pharmacien conseil, donc assurance maladie, qui gère votre établissement et il est à votre disposition pour vous aider dans le choix et l'élaboration des actions. Si jamais vous avez une difficulté pour contacter votre pharmacien conseil, vous pouvez passer par la boîte générique assurance maladie et je me chargerai de retransmettre votre mail. Y a-t-il des questions? Alors, je vois une autre question dans le chat. Pour les indicateurs nationaux, je n'ai pas identifié si vous avez parlé de l'indicateur pansement qui est stipulé dans le nouveau contrat comme IPP et perfusion. En effet, l'indicateur pansement, pas de modification, c'est comme IPP et perfadom. C'est un indicateur qui n'a pas bougé. Donc, si vous étiez précédemment ciblé pour l'indicateur pansement en 2022-2024, vous l'êtes également pour 2025-2026. Pas de modification du ciblage concernant les indicateurs nationaux entre 2022-2024 et 2025-2026. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Si vous souhaitez les poser à l'oral, c'est également possible. En levant la main. Et sinon, écoutez, je laisse la main à Karine et n'hésitez pas à écrire sur la boîte CAQES pour toute question, on y répondra. Très bien, merci Marlène. On va effectivement passer à l'indicateur R3 concernant des objectifs de pharmacie clinique. Karine? Oui, alors pour l'indicateur R3, je vous ai rappelé le contexte, très brièvement le contexte et la stratégie des modifications qui ont été proposées, donc en lien avec la présentation qui a été faite au copil stratégie, comme ça a été dit précédemment. Donc l'idée n'était pas de revoir l'intégralité de l'indicateur, mais bien de poursuivre en fait la structuration et la dynamique de l'indicateur actuel. Par contre, proposer la suppression des questions pour lesquelles il n'y avait plus de marge de progression, donc objectif atteint ou entre guillemets dynamique déjà engagée, donc plus d'enjeux particuliers en tout cas à travers le CAQES. Et le dernier point, c'est d'adapter et de réactualiser à la fois les termes et les orientations
en lien avec les actualités autour de tout ce qui est pharmacie clinique au sens large, puisqu'on y intègre tout ce qui est question de bon usage qui est intégré là-dedans, et puis la prestation, la notion de l'évolution des lexiques de la SFPC, entre autres, plus les orientations ANAP, UO, les protocoles de coopération qui sont proposés actuellement. Donc l'idée, c'était de mettre cet indicateur en adéquation avec les orientations prises pour la pharmacie clinique. Donc j'ai fait un petit rappel sur le lexique, petit rappel extrêmement bref, sur le lexique de la SFPC et entre autres la distinction dans le cadre de la pharmacie clinique de ce que sont les prestations de type 1, type 2, type 3, dispensation, bilan de médication et le PPP, plan pharmaceutique personnalisé, puisque notre indicateur actuel avait déjà vocation à prendre cette structuration-là pour aussi repositionner les actions qui sont obligatoirement réalisées dans le cadre de la prestation de type 1 et qu'il est bon de ne pas oublier. Donc, c'était important de le recentrer. Donc, vous le voyez sur la présentation de la trame d'indicateurs 2025-2026, on reprend la structuration, mais en adaptant les termes, soit l'objectif 1 autour de la prestation de niveau 1, donc tout ce qui concerne la dispensation des médicaments. L'objectif 2, on avait poursuivi donc le suivi des activités de pharmacie clinique, quel que soit le niveau de prestation. Et objectif 3 et 4, c'était l'équivalent de la conciliation en objectif 3 qu'on a relabellisé sur le bilan de médication pour vraiment repositionner le projet autour du bilan de médication et pas juste la conciliation en elle-même qui n'est pas uniquement une action de pharmacie clinique et donc qui peut être réalisée par d'autres personnes. Et objectif 4, le PPP. Donc on a retiré ce qui était orienté sur les entretiens pharmaceutiques pour l'objectif 4. Spécifiquement, puisque les entretiens pharmaceutiques, quand on le voit dans le lexique de la SFPC, on a des entretiens pharmaceutiques qui peuvent être de différents types. Et donc, les entretiens pharmaceutiques peuvent être réalisés dans le cadre du bilan de médication, sur l'entretien patient. Et dans le PPP, on peut aussi avoir des entretiens pharmaceutiques. Donc, l'idée, c'était pas de faire un indicateur à part. Et on le voyait dans les projets qui étaient proposés, où on avait une disparité, en fait, entre l'éducation thérapeutique, les entretiens patients dans le cadre des plans pharmaceutiques personnalisés. On n'avait pas ou des projets très spécifiques sur les entretiens aux patients pour l'adhésion thérapeutique. Donc là, l'idée, c'était vraiment de remettre en correspondance cet indicateur-là avec l'actualité autour de la pharmacie clinique. Donc voilà grosso modo la trame de l'indicateur. Je vous ai remis ce qui était obligatoire, donc idem aux années précédentes. Objectif 1, objectif 2, c'est tout ce qui tourne autour de la dispensation, en tout cas les activités quasiment obligatoires liées aux activités de pharmacie clinique et de bon usage du médicament. Nous avons basculé ce qui avait été annoncé, les bilans de médication en obligatoire pour y répondre à cet indicateur-là, en lien avec la certification des établissements, où la conciliation est devenue un critère obligatoire, impératif, je crois le terme est, et plus un critère avancé. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on colle avec la dynamique de la certification. Sans en changer le contenu avec la notion de priorisation, mais j'y reviendrai par la suite. Luc, tu peux passer à la diapo suivante. Et le PPP est facultatif. Donc sur la première partie, l'objectif 1, on a repositionné en prestation de niveau 1, dispensation du médicament. On avait historiquement tout ce qui était lié aux cartographies des risques, et à l'évaluation des moyens techniques pour la réalisation des activités. À ce jour, on a retiré du coup ces indicateurs-là parce qu'on avait une redondance des réponses depuis 2 ou 3 ans, quelques évolutions, mais ça restait à la marge. La démarche sur l'évaluation et la cartographie des risques, elle est engagée dans tous les établissements. Certains ne sont pas forcément encore allés au niveau des unités de soins sur l'évaluation des risques du circuit du médicament, mais dans 98% des cas, tout le monde était engagé dans cette démarche-là. Donc pour coller à la certification, donc on a repositionné
On a repositionné l'analyse pharmaceutique dans la dispensation du médicament, puisque dans la prestation de type 1, il y a bien l'analyse pharmaceutique qui est demandée. Donc, pour la définition de ce qui est attendu dans cette analyse pharmaceutique, on ne parle plus de niveau, mais vous pourrez reprendre le lexique de la SFPC qui explique bien les attendus à ce niveau-là. Mais on ne change pas l'indicateur à notre niveau, d'où la petite coche verte. Et on a fait évoluer, on avait une question sur la formation sur notre indicateur actuellement. Et on l'a fait évoluer, pas centré sur le personnel pharmaceutique et les activités de pharmacie clinique, mais centré sur les engagements de l'établissement à la formation des professionnels. Et on s'est mis en conformité, en tout cas dans la dynamique de la certification, qui est à savoir la formation au regard des risques identifiés. Donc en positionnant les molécules à risque et les patients à risque, donc on vous a mis l'objectif tel que rédigé pour avoir la liste, donc avoir des listes de molécules à risque et patients à risque identifiés selon les activités de l'établissement et construire et mettre en œuvre des actions pour maîtriser les risques en lien avec les molécules patients à risque, donc tout ce qui est action a priori, mais aussi en lien avec les événements indésirables déclarés, donc tout ce qui est action a posteriori. Très simplement parce que souvent on demande dans la démarche qualité d'avoir planifié ces actions, donc on vous demande des plans d'action, etc. Mais tout ce qui est événement indésirable qui doit être traité dans le cadre des CREX ou d'un retour d'expérience, ça peut générer du coup des actions sur le bon usage du médicament, ou ça même doit générer selon les événements indésirables. Et ça nous paraissait important de réintégrer ces dynamiques-là et ces travaux-là dans un indicateur et de le valoriser à ce moment-là en allant, entre guillemets, jusqu'au bout de l'action. Donc, on vous a mis 2 étapes et c'est ce qui est stipulé dans le contrat. Tout ce qui concerne finalement les actions régulières a priori sur les mares et les parts pour la promotion donc, de la gestion des risques. Et le deuxième, c'est tout ce qui concerne les actions en lien avec le bon usage du médicament. Donc, soit a priori d'un événement, puisque vous avez une nouvelle molécule, une nouvelle classe pharmaceutique référencée et qu'on veut déployer des actions de bon usage là-dessus, ou a posteriori d'un événement, peu importe la situation. Et donc, on vous a précisé qu'il existe différents types de bon usage d'actions déployées. Tout ce qui concerne la juste prescription, mais aussi d'autres actions qui peuvent être portées sur certaines activités, certains services, en tout cas portées prioritairement selon vos équipes. Tout ce qui est donc juste prescription, des prescriptions, et on vous a listé des éléments un peu plus détaillés. Voilà. Sécurisation de l'administration aussi. Dans le cadre des risques a posteriori, on peut avoir un enjeu sur le bon usage au niveau de l'administration des molécules. Et c'est un angle d'attaque tout aussi important. Pareil pour le suivi d'administration. Et on a repositionné aussi tout ce qui était observance thérapeutique, puisque dans certains services ou maladies chroniques, on a un enjeu particulier sur cette observance-là. Et donc, ce qui est demandé, c'est donc de préciser le type d'action et un peu comme les démarches projets qui avaient été faites pour tout ce qui était conciliation, c'est d'expliciter l'objectif de cette action de bon usage, son contenu, donc à qui ça était adressé et le nombre de professionnels concernés derrière, puisqu'on est dans la partie vraiment formation des professionnels sur le bon usage et la gestion des risques au niveau du médicament. Et on vous demande d'avoir une mesure d'impact ou un suivi d'action, puisque l'idée, c'est pas uniquement de diffuser des flyers de bon usage, mais bien d'aller sur une évaluation des pratiques, ou en tout cas un suivi des pratiques. Donc, soit un suivi de formation, une évaluation des acquis de la formation, soit des indicateurs de suivi de consommation des molécules. Ce sera laissé à votre libre choix. Selon le projet que vous faites sur la déprescription, c'est assez facile comme indicateur de suivi. L'idée, c'est de poursuivre sur les dynamiques et les retours si on parvient à maintenir un taux de déprescription. Et donc, on vous a proposé en bonus la notion d'intégration d'un critère environnemental dans votre évaluation. Si vous avez un suivi d'une action sur une molécule, est-ce que vous avez diminué votre consommation intra-établissement, etc. Donc, en bonus, hein, c'est bien évidemment pas obligatoire. J'ai vu passer une question dans le chat de suite. Je crois que je vais la prendre. Oui, tout ce qui est élément de preuve, on vous le mettra dans le... J'ai pas tout lu. Non, Mais
Tout ce qui est éléments de preuve, on vous le mettra dans le guide CAQES détaillé pour qu'il n'y ait pas de surprise ou mauvaise surprise. L'idée, c'est vraiment de répondre aux objectifs. Donc, un élément de preuve, ça sera vraiment de décrire le projet comme on a pu le faire par le passé. Et si c'est des formations, soit des exemples de dossiers, si c'est des analyses de dossiers, avec des comptes rendus de réunion, comme vous pouvez déjà le faire sur d'autres indicateurs. Ce sera bien précisé noir sur blanc dans le guide et en relecture, il ne faudra pas hésiter à nous le préciser s'il manque des éléments. Donc ça, c'est pour le niveau, la prestation de type 1, donc la dispensation. Sur le suivi des activités de pharmacie clinique, donc on a supprimé la notion d'analyse pharmaceutique de niveau 2, niveau 3, puisque ce n'est plus à l'ordre du jour. Le suivi informatique sur les analyses pharmaceutiques de niveau 2 ou niveau 3, on l'a retiré tel quel puisqu'on l'a positionné dans le dernier indicateur qui s'appelle codification de l'activité. Et là, on rentre dans ce qui est déjà mis en œuvre par certains d'entre vous, mais pas par tout le monde, mais qui est déjà structuré parce qu'on s'aperçoit qu'on a des niveaux de lecture ou des indicateurs qui peuvent être différents d'un établissement à l'autre, d'une région à l'autre, d'un logiciel à l'autre. Et il y a l'ANAP qui a déjà travaillé à l'harmonisation des pratiques. Donc, plutôt que de réécrire et de faire un énième indicateur, on s'est basé sur l'unité d'œuvre de l'ANAP. Donc, l'idée, ce sera juste de valoriser les établissements qui se sont engagés dans la démarche des unités d'œuvre. Pour le moment, en termes de recueil et d'éléments de preuve, je ne sais pas si on a la possibilité auprès de l'ANAP de récupérer les données déclarées, ce qui nous permettrait de rien vous demander, puisqu'en fait, nous, on pourra discriminer qui transmet, qui ne transmet pas à l'UO. Si ce n'est pas le cas, on vous demandera une justification ou je ne sais pas si c'est une copie de télétransmission. Mais ça, faut qu'on se retourne vers l'ANAP pour savoir si on peut avoir accès ou qu'ils peuvent nous fournir une fois par an un bilan de qui transmet et ce qui est transmis. En tout cas, je sais que c'est fait et que c'est suivi puisqu'on a eu une présentation il n'y a pas longtemps. Donc, on va essayer de ne pas vous demander d'éléments et de remonter directement auprès de l'ANAP. Et le dernier point, c'est sur donc, le 325, c'est la codification dans le PMSI, puisque c'est une dynamique autour de la pharmacie clinique qui est d'essayer d'orienter sur la codification à l'acte. Dans le guide CAQES, on vous reprendra, c'est l'Omedit PACA Corse qui a explicité un peu toute cette démarche, et donc on vous reprendra les explications de cette codification des activités de pharmacie clinique dans le PMSI. L'idée, c'est de nouveau, c'est d'entamer la démarche. Vous voyez, oui, totalement, oui, partiellement, non ou non applicable si vous ne faites aucune activité de pharmacie clinique à ce jour. Même si je crois que tout le monde est en partie concerné, il faudra qu'on reprenne bien les lignes demandées. Ce sera de nouveau précisé dans le guide. Pour le 323 et 324, vous voyez la petite coche verte, rien n'a changé. Le suivi des IP mis en place, c'est le recueil des IP que vous nous fournissez actuellement avec le décompte en nombre total d'IP acceptés. Il y a eu une belle évolution. Alors, on ne fait pas un bilan normalement, mais je me permets quand même de prendre 2 secondes pour vous le dire. Il y a eu une belle évolution de suivi, entre autres avec, je l'ai associé au déploiement d'Easily sur un certain nombre d'établissements. Mais en tout cas, on voit que ce suivi est favorisé par les outils numériques. Donc, on voit que ça a progressé à travers le suivi du CAQES. Et l'évaluation de suivi des actions de pharmacie clinique, on vous a rajouté dans les exemples, on vous avait demandé donc une revue des IP. Et ce qu'on vous propose, c'est de rajouter les dynamiques que vous avez pu avoir dans le cadre du R7, qui était de faire une revue des prescriptions, puisque la démarche de la revue de prescription permet quand même un lien entre l'équipe de prescription et la pharmacie et une amélioration des pratiques comme ce qui est demandé à travers ce suivi des actions de pharmacie clinique. On peut passer à la dia suivante. Donc les 2 derniers, donc objectifs 3 et 4, nous n'avons rien changé, si ce n'est de réorienter sur la notion de conciliation et de bilan de médication et le PPP, le plan pharmaceutique personnalisé, les projets qui peuvent y avoir, en sachant que le PPP, comme je vous l'ai précisé, était bien facultatif. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Alors, j'ai effectivement, donc il y a une première question qui est demandée sur le ciblage de l'indicateur R3 au nouveau contrat pour des établissements
qui réalisent déjà. Donc, c'est une demande d'ajout d'indicateurs dans un contrat. Je m'en remets à vous, à Lyon, sur la notion de ciblage des indicateurs régionaux. Mais pour moi, on y a déjà répondu. Mais... Non, il n'y a pas d'ajout, hein. On est à périmètre constant. Enfin, la question, c'est quoi? C'est de c'est rajouter une demande, Luc. une demande? Une demande d'ajout. La question, c'est qu'en fait, c'était pas prévu dans le contrat initial. Toutes les activités de pharmacie clinique qui n'étaient pas prévues dans les contrats initiaux, ça a été demandé d'être rajouté parce qu'en fait, c'est des choses qu'on fait déjà. On n'avait pas, en fait, alors sauf vraiment cas très particulier en fait d'évolution de structure, il n'y a pas d'évolution des périmètres d'établissement, des périmètres donc d'établissements qui sont ajoutés ou d'évolution dans l'affectation des indicateurs. Vous avez dû recevoir d'ailleurs vos contrats. En fait, vos contrats, les indicateurs pour lesquels vous êtes contractualisés n'ont pas évolué entre 2022-2024 et 2025-2026. Donc, a priori, on n'a pas d'évolution dans ce sens-là. Mais je n'ai pas vu passer votre demande d'évolution. Je l'avais fait passer l'année dernière, en fait. Ouais. Ah, c'est l'année dernière. C'était déjà passé Oui, l'année parce que je dernière. savais que les contrats finissaient et que du coup, je m'étais permis en tant que responsable qualité de faire passer cette demande puisque on fait de la conciliation, on fait de l'analyse pharmaceutique, on fait plein de choses et en fait, on n'est pas comptabilisé dessus. D'accord. Bon, écoutez, vous nous faites passer votre demande, mais a priori, ce qu'on avait acté avec lors du COPIL qui réunissait les fédérations, du COPIL du mois de novembre, c'est qu'il n'y avait pas de modification de périmètre. Donc, on va voir ce qui. Mais a priori, la réponse sera négative. Mais si vous pouviez nous faire repasser votre demande. Bien sûr, bien Ok, sûr. merci. Je vous le fais passer directement par mail. Par mail, oui, tout à fait. Merci beaucoup. Les autres questions portent sur la capacité des logiciels informatiques à gérer les IP et entre autres les IP acceptés. Je sais que le numérique est pas le numérique, soit l'outil, soit les fonctionnalités d'un outil n'est pas équivalent partout. Malheureusement, il nous faut une dynamique là-dessus et clairement, sans l'outil numérique, le suivi des interventions pharmaceutiques, alors c'est réalisable, hein, mais c'est chronophage le suivi. Certains d'entre vous, à défaut de numérique de mémoire, le réalisaient directement dans Acte IP. Dans les évolutions autour de la pharmacie clinique, il y a des discussions en cours sur les IFAC avec un IFAC pharmacie clinique. Et en fait, les orientations qui sont prises sur les IFAC pharmacie clinique, c'est de compter les IP. Alors, le terme, c'est même pas accepté. C'est IP. Si, c'est IP. Je crois que c'est Non, suivi. suivi. Effectivement, ça tourne. Alors, j'emploierai le conditionnel, hein, parce que ça, Oui, c'est pour l'instant, ce n'est discussion en au cours. stade de discussion, mais ceci pour effectivement vous dire qu'il y a une importance à ce que vos outils permettent en fait, d'avoir un suivi de ces interventions pharmaceutiques, parce qu'il se pourrait que ce soit une donnée utilisée dans le calcul de l'IFAC. Oui, Amélie. Oui, c'est moi oui, j'avais posé la question parce que nous, on n'est effectivement pas sur Easily. Ah oui. On a déjà demandé à notre éditeur de logiciel d'avoir cette possibilité-là. Pour l'instant, il ne souhaite pas le faire, ou en tout cas, pour lui, c'est un développement qui va être long et coûteux. Donc, c'est pas dans les priorités. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, se retrouver à ne pas pouvoir répondre aux CAQES et puis demain aux IFAC parce que le logiciel, n'ayant pas d'obligation, ne le fait pas, c'est un peu frustrant, en fait. Alors, Donc, voilà, c'est dans ce sens-là. peut-être que si ça passe dans le cadre des IFAC, vous aurez peut-être plus de poids, ou du moins tous les utilisateurs du logiciel que tu utilises auront certainement plus de poids dans la demande.
Ouais. peut l'espérer. On va espérer. Voilà. IFAC indicateur AQ à la fin. Indicateur, j'ai pas l'acronyme, Luc. Indicateur, assurance qualité. Alors, attendez, je ne vois pas le. IQSS. Non, mais il y a quelqu'un qui nous demande d'expliquer l'assurance l'acronyme qualité. IFAC. Oui, c'est IQSS, oui. Financement à la qualité. Tout à Ah oui, fait. C'est l'indicateur financier L'indicateur, pour effectivement. l'amélioration de la qualité. Tout à Ça fait. doit être les IQSS maintenant. Je crois que Oui, je suis c'est has-been IQSS. avec l'acronyme, désolée. Oui, Magali. Bonjour, je vois que la réponse a été mise en fait sur la conversation. C'est l'incitation financière à l'amélioration de la qualité. Tout à fait. Donc, si c'est D'autres bon, questions? ça a l'air bon. Donc, tout ce qui est scoring, le change. Allez-y. Oui, bonjour, Fabienne Poirot, vous m'entendez bien? Oui, Oui. C'est Fabienne Poirot, vous m'entendez? oui, Oui. on t'entend bien, Fabienne. Très bien, merci. Oui, en fait, je trouve que ces indicateurs sur la pharmacie clinique sont quand même très pertinents et sont vraiment en lien avec la version 6 de la certification. Donc ça, je trouve que ça a vraiment du sens. Ça nous pousse à aller vraiment à optimiser. Néanmoins, il n'y a aucune notion de ressources en face de toutes ces actions et à mon sens, c'est quand même important alors sans dire que les CH sont les parents pauvres en termes de RH, mais on peut être plus en difficulté sur des petits établissements qui n'ont pas beaucoup d'internes que des gros CHU qui ont quand même beaucoup plus de ressources pour développer des belles actions en pharmacie clinique. Donc c'est plus, je modérerais quand même un petit peu l'indicateur avec une notion RH. Alors, c'est évidemment partagé. Pour information, alors j'ai plus le commentaire normalement, mais l'UO de pharmacie est calibré et quantifié s'il y a des RH en face. Alors, c'est une petite note sur mon diaporama, Luc, en commentaire en dessous. Comme je n'ai pas mes commentaires, je ne le vois pas sur mon écran. Mais sur je sais plus, la slide précédente, sur l'UO, normalement, on décompte les RH associés. Et je pense que c'est aussi une manière, enfin, c'est pour ça qu'on l'a positionné plutôt que demander un suivi informatique juste sur l'unité et la quantification des analyses pharmaceutiques, de passer par l'UO. Ça va être une possibilité, en tout cas, de commencer à faire ressortir des indicateurs qui permettent d'avoir l'information RH, avec tous les biais potentiels des UO, qui sont aussi la transmission UO, unité d'œuvre. Pardon, je me fais reprendre sur les acronymes. Il y en a certains, c'est bon, je les maîtrise par cœur. Il y en a d'autres, avec le temps, je les oublie. Unité d'œuvre, donc c'est la quantification de l'activité et remise, en fait, qui permettrait d'être remise au sein de l'activité globale d'un établissement. Sans quantification d'unité d'œuvre, donc la même manière de décompter l'activité entre les établissements, il devient compliqué d'avoir une notion de comparaison, puisqu'on a toujours évoqué la capacité à faire au regard des RH. Est-ce qu'on est sous-doté, surdoté pour réaliser les activités? Et même dans une notion d'optimisation de son activité personnelle, c'est vrai que ça reste un indicateur qui reste intéressant à regarder sans aller chercher une performance forcément très importante. Mais l'idée, c'est cette notion de comparabilité. Je pense que l'UO, en tout cas la NAP, a cette vocation-là de vouloir promouvoir ça. Et c'est qu'en renseignant, en sachant que du coup, derrière, on a les RH associés. Par contre, j'avais compris à l'époque que la notion de RH n'était pas forcément toujours très bien comptabilisée. Donc, il ne faut pas en attendre forcément des miracles absolus derrière cette décompte d'unité d'œuvre. Mais par contre, ça nous permettrait d'avoir des premiers indicateurs pour pouvoir commencer à parler activité et RH en regard. Oui, merci. En tout cas, c'est très intéressant parce que je n'avais pas du tout fait la corrélation entre l'UO et puis tous ces indicateurs. Et ça peut être aussi pour l'établissement un bon levier pour se mettre à l'UO pharmacie.
Et merci parce que j'avais pas fait le lien. Et le PMSI, c'est pour la notion de promouvoir la tarification à l'activité et de non plus aller, comme vous avez vu là, le R342, là, le projet est-il financé? Donc on a bien vu que on a commencé à promouvoir le financement d'une partie des activités de pharmacie clinique avec les concertations. Alors c'est plus tripartite maintenant, c'est pluriprofessionnel. Ces concertations-là permettent d'intégrer les entretiens pharmaceutiques ou les entretiens patients dans le cadre d'un financement global pour l'établissement. Donc ça, c'est le premier levier, la plupart du temps en hôpital de jour ou uniquement en hôpital de jour. Par contre, se poser la question de toutes les activités qui sont en hospitalisation complète, où là, pour le moment, la pharmacie clinique n'a pas de rémunération associée. Et l'idée d'aller sur une remontée dans le PMSI, c'est demain d'essayer de promouvoir ou de pousser la tarification à l'activité pour les activités de pharmacie clinique. Mais c'est conjointement à l'unité d'œuvre, quantifier de la même manière notre activité entre nous tous et remonter dans le PMSI l'activité. C'est vrai que c'est les deux enjeux de remontée de données qui permettraient de promouvoir l'adaptation du financement des RH pour développer toujours plus ces activités-là. C'est pour ça qu'on s'est permis de les positionner dans le CAQES. Y a-t-il d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, R4DM, ouais. c'est au R4. Alors, pour le dispositif médical, on a uniquement, donc on a repris les enjeux, je ne vais pas dire peu d'évolution parce que les textes étaient sortis un petit peu avant ces nouvelles versions du CAQES. Donc, on a juste adapté les indicateurs au regard des dynamiques des établissements. Donc, je vous ai remis la structure, on n'a absolument pas changé. On a adapté le premier point, évaluer les moyens pour un circuit, donc toujours pareil, remettre les outils et les outils au cœur de l'activité, promouvoir ces outils-là. Donc là, on l'a fait un petit peu évoluer. Tu peux passer à la slide suivante, Luc, puisque la cartographie de l'informatisation a été réalisée dans quasiment tous les établissements de mémoire. Donc là, l'idée, c'est de ne poursuivre que la remontée de données, en tout cas le suivi, de permettre au CAQES de recenser uniquement le suivi du déploiement de l'atteinte des objectifs totaux, puisque l'arrêté du système du management de la qualité des DMI va très loin dans les circuits, à savoir. Alors, je pense que Karine a des problèmes de connexion. On va attendre un tout petit peu qu'elle se reconnecte. Je suis revenue. Voilà, allez. Donc, si vous m'entendez bien, je reprends. Je m'excuse du problème de réseau. Donc, la traçabilité va assez loin. Donc, on est allé juste sur une étape descriptive pour le suivi des plans d'action avec la notion du déploiement et de la recherche d'exhaustivité par rapport à la réglementation. Donc, on vous fournira un document à renseigner de quelques cases pour décrire le déploiement de l'intégralité des circuits. Entre autres, on sait en achat dépôt permanent, mais aussi l'enjeu sur les dépôts temporaires, sur les différentes étapes, l'absence de réétiquetage, l'absence de ressaisie manuelle, etc. Donc ça, c'est le premier point. Donc on a juste adapté, plus de cartographie de l'informatisation demandée. Sur le 421, la gouvernance assure de la mise en œuvre d'une démarche d'amélioration continue de la qualité. De nouveau, la cartographie des risques n'est plus demandée et on a réaxé l'indicateur sur le positionnement du RSMQ-DMI. Donc, puisqu'on voit très bien que les établissements, on a l'impression que les établissements qui ont bien mis en œuvre le responsable du système de management de la qualité s'il a un minimum de temps dédié ou en tout cas une fiche de poste et une discussion avec une fiche de poste, la possibilité de
faciliter, ou en tout cas d'aller sur cette mise en œuvre transversale du système de management de la qualité tel que l'arrêté le prévoit. Donc on vous l'a repositionné ici, c'est à savoir est-ce qu'on en a un qui est nommé avec la date de nomination, et derrière ce qui est demandé au RSMQ, c'est la réalisation de cette revue de direction annuelle avec le bilan des actions. Donc de nouveau, on a repris la dynamique de l'arrêté, et dans le guide, on vous précisera les éléments attendus, mais sans surprise, on vous demandera le bilan qui sera présenté, le bilan annuel, si le RSMQ-DMI est nommé depuis au moins 1 an, mécaniquement. Voilà, pour repositionner la gouvernance aussi dans ce rôle-là de nommer et d'identifier les RSMQ-DMI. Le 424, on a rajouté un indicateur. Je crois qu'il est en bonus. Je ne l'ai pas noté là, je m'excuse. Mais on vous l'avait mis donc en bonus. C'est les actions de maîtrise sur la réduction de l'impact environnemental. Donc, si vous avez, je vous ai mis donc quelle que soit la nature de cette action, c'est-à-dire soit le travail sur les achats durables, soit le travail sur les optimisations des commandes, réduction des volumes, réduction des déchets. L'idée, c'est de valoriser les démarches au sein du CAQES sur ces activités-là qui ont en général un impact transversal, pas que environnemental, mais qui peuvent aussi avoir une réduction financière, un impact financier. Donc, ce sera normalement mis en bonus la première année, c'est pas obligatoire. La traçabilité hospitalière, on a supprimé du coup l'audit obligatoire, mais l'idée c'est de vous laisser libre dans l'enjeu puisqu'on a vu un décollage entre guillemets des écarts, c'est-à-dire qu'on a des structures qui ont réussi avec les quelques années du CAQES à s'informatiser, à avoir une traçabilité en salle au plus près de la pause et qui sont dans une recherche d'exhaustivité maintenant. L'enjeu de la traçabilité en temps réel l'est moins, d'autres sont parvenus à structurer mais ont encore du mal à être en temps réel, avec parfois un double circuit. Donc on s'aperçoit que la dynamique est engagée dans toutes les structures, mais qu'on commence à avoir une disparité un petit peu des enjeux, en tout cas des finesses des enjeux. Donc là, on vous a laissé libre sur l'action. Donc soit c'est une action qui s'oriente sur la recherche de l'exhaustivité de la traçabilité sanitaire, donc c'est-à-dire aller chercher les DMI qui ne sont plus forcément posés qu'au bloc, mais qui sont posés aussi en radiologie interventionnelle dans d'autres secteurs d'activité. Et pour autant, ils sont soumis à traçabilité sanitaire obligatoire. Donc ça, c'est quand même un enjeu qui n'est pas forcément évident, mais voilà, si on a résolu la problématique au bloc opératoire en temps réel, on peut s'y atteler. Et d'autres sont encore en enjeu sur le fait de faire tracer en salle en temps réel. Donc là, on vous laisse libre de l'action et pareil, dans le guide, on vous précisera des éléments de preuve qui seront retenus. Et le dernier point, c'est l'information patient et lien ville-hôpital. De nouveau, plus d'audit obligatoire. On vous a uniquement mis la même démarche, puisqu'on a vu des enjeux un peu différents selon les structures. L'enjeu sur la traçabilité ou la transmission de l'information aux patients, ça peut être soit des actions sur la recherche de l'exhaustivité de la remise de la carte d'implant aux patients, donc soit une suite d'audits, soit la réalisation d'un premier audit pour arriver à savoir quand et comment est remise cette carte d'implant, ou en tout cas les documents de traçabilité sanitaire aux patients, ou d'autres établissements qui sont allés chercher vraiment l'information pour un DMI donné avec la remise des documents d'information et de suivi, parfois en lien avec les processus RAC. Donc là, l'information patient et le lien ville-hôpital, le fait de pousser les documents dans le DMP aussi, c'est les enjeux de ce lien ville-hôpital. Finalement, le choix du thème de l'action vous est laissé libre. Voilà. Très bien. Je crois que tu n'avais pas d'autres diapositives sur cet indicateur. Non, pour le R4, je vous ai présenté que les évolutions. Ce qui n'a pas changé sont les indicateurs pour lesquels, en fait, on a une continuité d'activité. Entre autres, on a maintenu l'audit de pertinence. Donc, on avait proposé l'audit sur les TAVI l'année dernière en plus. Et si on va essayer de proposer un autre audit d'ici la fin de l'année. Je ne sais pas si c'est atteignable comme objectif, mais c'est de vous proposer pour d'année en année, essayer d'augmenter le panel d'audits de pertinence qui peuvent exister pour vous faciliter le travail à ce niveau-là. Y a-t-il des questions
sur cet indicateur? Ah oui, bonne question. Est-ce que l'on peut transmettre la traçabilité des DMI dans le DMP sans le remettre en main propre au patient? Je ne crois pas. Je ne vous le garantirai pas, mais je ne crois pas, puisque le patient doit avoir la remise des informations. Alors, est-ce que juste lui dire je transmets dans le DMP et qu'il confirme l'avoir dans son DMP, le côté numérique et zéro papier est autorisé? Là-dessus, la réglementation, elle est encore un petit peu floue dans le sens où au niveau du règlement européen, si vous en êtes encore là-dessus, la carte d'implant, elle est toujours format papier. Donc on voit qu'on a une disparité sur la réglementation européenne et les dynamiques qu'il peut y avoir en France. Donc sur le côté remise en main propre, j'ai l'impression qu'on ne s'en est pas affranchi pour le moment sous l'égide de la carte d'implant. Qui doit être remise aux patients. Donc, comme on élargit la réglementation à l'arrêté du management de la qualité qui propose en fait finalement de s'orienter vers une dématérialisation des données qui sont contenues dans la traçabilité des données de traçabilité du DMI, du DM implanté, qui doivent être sur la carte d'implant, mais qui sont saisies à la main, donc à l'encontre de l'arrêté, et de le faire sous format papier qui, lui, est un format issu de votre logiciel de traçabilité sanitaire, sans avoir de ressaisie. On reste quand même, je pense, pour le moment, avec une étape papier. Mais je reprends la question et je vous la mettrai en commentaire en fac, en question-réponse dans le guide CAQES pour apporter une réponse éclairée sur la notion de qu'est-ce qui doit être remis sous format papier aux patients. Je le mettrai dans le guide. Merci pour la question. D'autres questions? D'accord avec Dorothée. Non, c'est le chat. Dorothée Boucher, elle dit c'est fou qu'en 2025, on en soit encore là. Bah ouais, mais le règlement européen, il est encore sur la carte d'implant papier. Et il faut que je regarde si on a une évolution de ce règlement européen, mais comme c'est celui qui s'applique, voilà. Très bien, mais s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer aux deux derniers indicateurs régionaux. Donc, le premier concerne le suivi des médicaments remboursés en SUS des GHS, l'objectif étant, comme les précédentes années, d'évaluer au sein de vos établissements la pertinence et le respect des prescriptions de médicaments dont les indications sont inscrites sur la liste en SUS. Et on a décliné cet objectif en 3 objectifs opérationnels là, qui n'ont pas changé et qui ne changeront pas dans la version contractualisation 2025-2026, à savoir une mobilisation au sein de votre établissement de la communauté médicale sur la qualité des prescriptions des médicaments de la liste en SUS. Et donc là, tous les moyens à votre disposition peuvent être utilisés. Donc ça passe à minima par un suivi de ces médicaments, une information au sein de vos instances, CME comme EDIMS, FCME aussi, sur ces suivis d'utilisation. On vous demande d'avoir 2 suivis et on vous évalue en fait sur les suivis réalisés dans l'année évaluée. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est demandé, ce sont la réalisation de moins de manifestations, de interventions au sein de ces commissions. Mais ça peut prendre aussi d'autres aspects. Donc, et là, c'est laissé à la liberté de chaque établissement de s'organiser. Pour vous, qui est en fait cette communication, cette dynamique. Le deuxième objectif opérationnel, là aussi, n'a pas changé. C'est toujours en fait le suivi du respect des règles de prescription hors référentiel, donc de prise en charge des médicaments de la liste en SUS, donc les fameux codes I-999-1999, pour lesquels on vous demande déjà depuis 2024, et ça sera la même chose en 2025 et 2026, un suivi sur l'année. Donc nous, on a la possibilité de voir
quel est le volume de ces utilisations. Ce qu'on vous demande, c'est effectivement de faire ce suivi uniquement sur les initiations de traitement, hein. Donc, c'est le fameux tableau SPI qu'on vous demande en fait de nous réadresser au moment du rapport d'auto-évaluation. Et puis, troisième objectif opérationnel, c'est une évaluation de la pertinence des prescriptions d'un médicament ou d'une classe de médicaments en fonction des établissements, à votre choix, en fonction de ce que vous jugez intéressant. Il faut que vraiment cet audit il soit pas fait pour remplir et cocher une case, mais pour qu'il y ait vraiment un intérêt pour vos établissements, d'où l'intérêt de bien justifier la raison du choix de la thématique de l'audit. Je vous rappelle que vous n'êtes pas évalué sur le résultat, sur la conformité ou non, le taux de conformité ou non des prescriptions, mais sur la qualité de la réalisation de l'audit. Donc la méthode d'évaluation, je viens de vous en parler, hein, c'est pour l'objectif opérationnel 1, c'est les CR, les présentations de réunion, toute action de mise en place. En ce qui concerne le suivi annuel prospectif, c'est le tableau SPI modèle Omedit. Et puis le troisième, eh bien, c'est le rapport d'audit que vous nous adressez avec le rapport d'auto-évaluation annuelle. Donc là, aucun changement sur 2025 et 2026. Alors, juste une petite explication pourquoi il n'y a pas eu de changement. Parce qu'en fait, il y a toujours en fait, cette évolution des dépenses, hein, qui se justifie tout à fait par les innovations thérapeutiques, l'augmentation du nombre de médicaments onéreux remboursés dans la liste en sus, et puis également toujours une part des indications hors référentiel qui est importante, qui est de niveau de 13%, d'où l'intérêt de vérifier si, dans quel cadre sont faites ces prescriptions hors référentiel de remboursement. Voilà, avec des enjeux donc, qui sont de pertinence, qui sont toujours des sujets d'actualité, et on voit qu'il y a encore, au vu des résultats, alors ça c'est des résultats du CACES 2023, encore des marges de progression sur cet indicateur. Voilà pour ce premier indicateur R5. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, Karine, je vais te demander si elles apparaissent dans le chat. Moi, je n'ai pas de vision sur le chat, si tu pouvais me les lire. Merci. Alors, plus que des questions, enfin, plutôt que des questions, ce sont des remarques sur le fait que le R5 est un audit peu pertinent pour les petits établissements. Oui, pour la liste en sus. Et donc, commenter de nouveau sur le fait que les petits établissements n'ont que quelques molécules en sus, on refait tous les ans le même audit, ça n'a peu d'intérêt. Aucun. J'ai édulcoré, ça n'a aucun intérêt, pardon. Il y a certains petits établissements pour lesquels, effectivement, on a, et ça apparaît dans leur rapport, on a totalement neutralisé cet indicateur quand on voit effectivement que ça n'a pas d'intérêt. Donc ça, rassurez-vous là-dessus, c'est neutralisé. Je reprécise quand même que ces indicateurs, en fait, permettent d'avoir un intéressement, donc c'est toujours intéressant de faire ce travail dans cet objectif, et qu'il n'y a pas de pénalisation. C'est le cas pour tous les indicateurs. On a une autre question, Luc. Pour la molécule, pas d'obligation de choisir une molécule en sus. C'est-à-dire que ce serait quand même plus intéressant, puisque c'est le fond même de l'indicateur. Alors après, si vraiment il y a
vous n'y voyez aucun intérêt, que vous souhaitez valoriser un audit sur une molécule non insus, eh bien, on échangera avec vous. Mais il y a deux solutions. C'est soit, effectivement, ça n'a pas d'intérêt, et comme je l'ai dit précédemment, il y a une neutralisation, soit, effectivement, on en rediscute. Mais ça, contactez-nous eh bien, en fin d'année avant de réaliser ces audits. Oui. Alors, je réponds parce que le commentaire en lien avec les erreurs médicamenteuses et le fer injectable, c'est ce qu'on a positionné comme action. Plus d'intérêt pour le fer injectable. Plus ou plus du tout. Plus. Il y a plus d'intérêt. Du coup, ce sont des actions qu'on valorise, que vous pourrez valoriser dans l'indicateur qu'on a positionné sur la gestion des risques et la formation, donc dispensation du médicament, tout ce qui est bon usage, c'est justement d'orienter sur ces actions-là qui peuvent être globales autour du fer injectable. Alors, c'est pas juste l'audit étant le diagnostic de départ, entre guillemets, et le point de départ de l'action qui doit aboutir à quelque chose. Je ne sais pas si c'est ça que tu voulais évoquer, le fer injectable. On vous l'a mis dans la formation des risques a priori ou a posteriori dans l'indicateur de pharmacie clinique. Pour moi, c'est toutes ces actions-là transversales qui prennent en charge en fait les risques inhérents à la prise en charge des patients au sein de l'établissement. Ça, c'est des actions qu'on a proposé de valoriser parce que quand elles sont bien menées, on part d'un diagnostic, on constate soit parce qu'il y a eu des EI, soit parce que finalement on a eu vent qu'il y a eu un EI, puis on creuse un petit peu pour faire un diagnostic pour voir l'ampleur de la tâche. Et derrière, on met un plan de charge, en général en pluripro, pour former, informer, diffuser, structurer, réorganiser les stocks. Et on a une action qui est complètement transversale et qui s'intègre dans une dynamique de pharmacie clinique dans le sens de type 1 de la dispensation. C'est ce qu'on vous met du coup dans l'indicateur de pharmacie clinique. Si je peux prendre la parole. Oui. Oui, en fait, moi, je partage ce que vous dites. Si on pouvait faire une pierre deux coups, ça nous intéresserait. Néanmoins, le fer injectable, on le positionne sur l'hôpital, mais il y a aussi énormément de demandes et de demandes des médecins traitants et de la ville. Et je pense que c'est aussi un énorme levier pour travailler aussi l'éligibilité des patients en lien avec le relais ville-hôpital, parce qu'en fait, on voit bien quand même qu'il y a des indications qui ne sont pas toujours justifiées en première ligne. Et c'est quand même, ce mon établissement, c'est une des grosses dépenses des produits en dehors de la liste. Donc, je pense que le fer injectable, il y a encore des actions à mener de sensibilisation, de formation, et il y a encore des erreurs en lien avec cette prise en charge. Ceci étant, vous pouvez faire des audits et des actions en dehors du CACES. Hein. Ça, c'est pas... Oui, on peut faire beaucoup de choses, Luc, je le sais. Vous pouvez bien faire beaucoup de choses. Alors, d'autres... Il y a une autre question, c'est quid si l'augmentation des consommations des médicaments de la liste en sus, des médicaments FES, est liée à l'augmentation de la file active des patients, mais qui est justifiée. Oui, tout à fait, mais c'est ce que j'ai dit effectivement dans les éléments de contexte. Hein. On ne remet pas en cause, je veux dire, sur un manque de pertinence, mais compte tenu des montants, des valorisations, il y a des vérifications enfin, du moins, il y a une vigilance à avoir sur ces plans-là, et c'est l'objectif en fait de cet indicateur. C'est, on va dire, que cette vigilance soit assurée sur ces médicaments onéreux. S'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose de passer au dernier indicateur qui concerne le bon usage des antibiotiques. Et donc là aussi, c'est quelque chose qui a tout à fait sa place. On va le voir tout à l'heure dans les éléments de contexte. Suivi, donc l'objectif étant le suivi de la pertinence des prescriptions hospitalières d'antibiotiques, avec là encore des objectifs opérationnels déclinés en 3 sous-objectifs: la communication et la sensibilisation des prescripteurs sur les pratiques de prescription d'antibiotiques dans l'établissement, donc suivi des consommations, et vous avez à nouveau accès à une nouvelle version de Consores pour le suivi des consommations et le suivi des résistances bactériennes.
mais ce n'est pas tout, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez aussi, là aussi, un certain nombre d'actions, et on voit qu'il y a un certain nombre de choses qui sont faites dans des établissements sur cette sensibilisation, cette formation des prescripteurs au bon usage. Et donc là, c'est l'objectif en fait de ce sous-indicateur, c'est de valoriser ces actions. Nous avions jusqu'à présent deux autres objectifs opérationnels avec 2 audits. Un audit sur la justification des traitements antibiotiques de longue durée et un audit sur la pertinence des prescriptions d'un antibiotique ou d'une prise en charge infectieuse, avec une thématique au choix de l'établissement en fonction justement du contexte local, des problématiques, de ce que vous pouvez voir, de ce qui vous paraît intéressant et utile d'évaluer. Je pense qu'en fait, ces audits ont aussi un aspect, je fais un petit aparté, ces audits ont toujours un aspect pédagogique quand on les fait, et notamment quand on les diffuse. Voilà. Donc là, dans les méthodes d'évaluation, je ne vais pas vous les détailler, puisque vous les connaissez bien, avec les rapports d'audit, avec les pièces justificatives pour le premier objectif opérationnel. Et dans le contexte, eh bien, ces enjeux concernant le bon usage sont toujours d'actualité et le resteront pour pas mal d'années, compte tenu de l'évolution de l'antibiorésistance et de notre haut niveau comparativement à d'autres pays sur l'utilisation des antibiotiques. Parallèlement à cela, on a un groupe technique antibiotique qui réunit un certain nombre d'entre vous et les collègues infectiologues, le CRATV et le CEPIAS, qui réfléchissent justement sur ce qu'il y a d'intéressant à travailler sur cet indicateur. Donc c'est en appui aussi des actions, c'est coordonné en appui avec les actions du CRATV et du CEPIAS sur le bon usage des antibiotiques. Et puis, comme vous le voyez, les résultats 2023 montraient là encore un intérêt à poursuivre cet indicateur. Pour autant, et en tenant compte en fait justement de la charge de travail, du nombre d'audits qui sont demandés aux établissements, il a été décidé au niveau du comité de pilotage du mois de novembre 2024 avec les fédérations hospitalières, de supprimer un des 2 indicateurs et de ne garder que l'audit libre. Voilà, donc la suppression de l'indicateur, alors c'est l'indicateur concernant les durées de prescription. Pour autant, dans le choix de la thématique, si un établissement se dit « si, moi j'aimerais bien continuer à réaliser cet audit », il peut tout à fait garder cette thématique. Voilà. Et là encore, comme pour l'audit dont on a parlé sur l'indicateur 5, ce n'est pas le résultat, ce n'est pas la conformité qui nous intéresse, mais c'est la qualité de la réalisation, de la justification du choix de la thématique et de la qualité de la réalisation de l'audit qui est évaluée. Voilà pour ce qui est de cet indicateur numéro 6 concernant le bon usage. Avez-vous des questions sur cet indicateur ou des remarques? Alors, Luc, tu as une question sur l'audit antibio. Attention, pour le choix de l'audit, peut-on utiliser le même audit pour le CAQES et pour l'hygiène pour répondre à un autre indicateur? Alors, quand vous parlez de l'hygiène, vous pensez à quoi? Je pense que c'est le CEPIAS et... Enfin, je dis CEPIAS, mais... Parce qu'en fait... C'est l'IFAC d'ailleurs, non? Ouais, CEPIAS, c'est ça. Ouais. Alors, je ne sais pas ce qui est utilisé. Moi, ce que je préconise, c'est de réaliser vraiment un audit sur le bon usage. Or, de mémoire, je ne sais pas ce que le CEPIAS préconise comme
comme audit. Par contre, je vous rappelle que pour le coup, là, on ne peut pas réaliser un audit qui vous est demandé, alors c'est IQSS, hein, sur les infections respiratoires basses, puisque pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'on veut vous faire travailler doublement, mais par l'IQSS, vous êtes déjà, en fait, c'est déjà un travail qui est valorisé, donc ce ne serait pas logique de valoriser 2 fois par un intéressement un même travail. Donc, il y a une nécessité, et ça, on restera là-dessus, audit libre, sauf celui qui est préconisé dans le cadre de l'IQSS. Après, il y a également, alors, dans le cadre de la certification, mais c'est pas encore c'est un projet, mais ça va arriver. Dans le cadre de la certification, il est prévu de faire des quick audits. Là encore, la question nous a été posée en groupe technique. Nous, on ne préconise pas de choisir ces quick audits, puisque d'abord, c'est une méthodologie qui est différente. Et comme je l'ai dit précédemment, on évalue en fait aussi comparativement les établissements entre eux, pour la raison que j'ai évoquée initialement. Et donc, l'audit, en fait, doit être réalisé selon notre méthodologie. Donc là encore, les quick audits ne sont pas recommandés dans le cadre de ou du moins le choix d'un quick audit n'est pas recommandé dans le cadre de cet indicateur. D'autres questions? Oui, Amina a levé la main. Oui, Oui, justement, c'est moi qui ai posé la question par rapport à l'audit libre, parce qu'en fait, justement, par rapport à celui de l'audit IQSS, on n'avait pas, alors déjà, on n'était pas au courant, nous, au niveau de la pharmacie, on a fait cet audit, mais ça se trouve, on est tombé sur la même pathologie. Par contre, on n'avait pas évalué les mêmes critères. Du coup, c'est pour ça, je me disais finalement, c'est pas du tout la même chose. Au niveau du CAQES, du coup, on peut, si c'est pas, enfin, Amina, en fait, on l'avait bien précisé, hein, c'est de ne pas prendre cette thématique. Alors après, je n'ai pas regardé si vous aviez évalué la même chose que dans le cadre de l'IQSS, mais le mieux, c'est vraiment de choisir une autre thématique. Ce n'est pas les thématiques qui manquent en termes d'évaluation en infectiologie. Oui, parce que c'était les infectiologues qui sont, qui ont décidé de choisir cette infection parce que c'est là où on a constaté qu'il y a des problématiques sur la pertinence de la prescription des antibiotiques. Il se trouve effectivement, c'était celle qui a été choisie dans les IQSS aussi. Donc voilà, on s'est retrouvé sur la même pathologie, mais quoi qu'il en soit, on n'a pas évalué les mêmes critères. Bon, là, pour le prochain 2025, effectivement, on va devoir changer. Ça, on l'a compris, mais du coup, sur le dernier, ça va être la même chose. Vous allez devoir changer, et on a pu l'évoquer avec Claire et Clément Thaïs lors du dernier. Donc, ils m'ont posé la question, donc on y a réfléchi, et dans le relevé de décision du groupe de travail, je leur ai répondu que non, on mettait les quick audits de côté. Voilà. Allô? C'est bon? Oui, c'est très bien. Non, mais nous, le quick audit, on ne fera pas de quick audit, non. Ok. Non, mais ça avait été, la question a été clairement posée par effectivement ton infectiologue et Claire. Ouais. Ok. D'autres questions par rapport à cet indicateur? Donc relativement peu de changements, un allègement, comme vous avez pu le voir sur cet indicateur-là. S'il n'y a pas d'autres questions, vous précisez. Dernière question. Pardon. Luc, excuse-moi, dernière question. Il y a une remarque sur quand il y a des coquilles dans le contrat, est-ce que on va avoir un nouveau contrat car je n'ai pas de retour à mes mails concernant ce problème pour la clinique Beldon.
Alors, c'est en cours, c'est en cours. Il me semblait bien. C'est en cours, ça. Et- Donc, quand il y a eu des demandes, c'était effectivement en cours. Vous allez recevoir votre nouveau contrat. Et puis, je ne sais plus si Yann, tout à l'heure, on a parlé. Oui? Il y avait une autre question, pardon? Alors, oui, là, les contrats, nous n'avons pas encore signé notre contrat S-Normal, Non. HPL Saint-Étienne. Oui, alors il y a effectivement, moi j'ai calculé très rapidement, il y a à peu près une trentaine, 29 établissements, plus il y en avait 6 qui nous avaient demandé justement quelques corrections. Ces 29 établissements n'ont pas signé. Alors ils n'ont pas signé, on ne sait pas trop si, parce qu'en fait il y a une procédure. Alors je vous avoue que c'est le service contractualisation qui s'en charge, mais il y a une procédure par DocuSign. Et peut-être que c'est passé dans les indésirables. Donc, le secrétariat de la direction de l'offre de soins va relancer les établissements qui n'ont pas encore signé. Donc, les personnes qui sont destinataires de ces messages doivent être vigilants. Si vous recevez un mail DocuSign, ce n'est pas un mail Allez-y. Un spam. C'est pas un spam. Alors, juste, Luc, pour clarifier, parce qu'il y a pas mal de remarques dans le chat. Alors, sur les contrats que vous avez reçus, il y a des remarques comme quoi on ne comprend rien sur les indicateurs et le contrat ne sont pas clairs. Alors, en fait, la trame du contrat qui vous a été envoyée correspond historiquement à une proposition d'avenant. Parce qu'en fait, l'idée au début, c'était plutôt de faire des avenant au contrat, puis après, mécaniquement, il a été préféré de faire un nouveau contrat. Le choix stratégique de l'ARS et de la signature de cette contractualisation entre un avenant ou un nouveau contrat génère la problématique que vous rencontrez. Avec un avenant, mécaniquement, on garde la trame de l'ancien contrat, on y ajoute une annexe dans laquelle il est stipulé les modifications qui sont apportées. Et donc, l'annexe que vous avez au contrat contient bien la liste des indicateurs qui existent et ceux qui sont supprimés de l'annexe. Vous ne les voyez plus. Et votre ciblage ne change pas. Donc, c'est sûr que là, vous avez un petit match à faire entre votre ciblage d'origine qui n'a pas changé comme cela a été exposé en début de réunion. Donc, si vous étiez ciblé pour le R7, dans votre contrat, vous voyez encore un ciblage sur le R7. Or, dans l'annexe, vous noterez que les indicateurs, le R7 n'existe plus parce qu'il est supprimé. Ça, je ne l'ai pas évoqué parce qu'effectivement, il manquait peut-être une diapo. Effectivement, le R7, donc réduction des prescriptions potentiellement inappropriées, a été supprimé comme le R1 d'ailleurs. Hein. Donc là, comme le R1, tout à fait. Voilà, vous ne serez plus, en fait, les établissements qui étaient contractualisés sur cet indicateur. Alors, la suppression s'explique par le fait qu'il était prévu sur 3 ans et qu'il n'a pas été jugé nécessaire de le poursuivre sur les deux prochaines années. Donc, il est supprimé. Alors, Amina, avant de prendre ta question, les deux autres points qui ont été précisés dans le chat et que je vais redire à l'oral, le guide CAQES vous sera envoyé et on va essayer de tout faire pour vous l'envoyer mi-juillet. Voilà. Et il est demandé si on pouvait transmettre le diaporama qu'on a fait aujourd'hui pour le webinaire. Je peux m'avancer et dire oui, Luc? Oui, Marlène aussi, c'est bon? Alors, c'était effectivement le dernier point que, bon, tu l'as dit, le guide donc, va être disponible courant du mois de juillet et sera disponible également l'enregistrement donc, de ce webinaire avec le support qu'on vous a présenté. Et Amina a levé la main pour une question. Non. Oui, excusez-moi. Voilà. Non, juste par rapport au contrat, est-ce que vous savez à quel moment ça a été envoyé? Parce que c'est la direction qui les reçoit. Moi, je n'étais pas au courant. Et c'était pour les relancer, quoi, pour savoir à quel moment ça a été adressé.
Marlène, est-ce que c'était... Je crois que c'était au courant, deuxième quinzaine du mois d'avril, si je me souviens bien. D'accord, ok. Bon, je vais voir avec eux, ça marche. Mais ouais, donc effectivement, je pense qu'il va y avoir un nouvel envoi et donc qu'il soit vigilant. Ok, merci. Très bien. Ben, écoutez, s'il n'y a plus de questions, de toute façon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas sur les boîtes mail que vous connaissez bien, hein, tant celle de l'assurance maladie que celle de l'Eumédit, de nous faire part de vos questions par rapport à ce contrat. Et bien, nous vous remercions pour votre participation. Hein, on était 81 et pour vos questions et on vous souhaite un bel été.